Les idées en l'air, ça ne suffit pas. Il faut savoir les faire passer correctement. Et pour débloquer le pays, il faut comprendre ce qui bloque et pourquoi. Notre grand entretien aujourd'hui, c'est avec Jean-Laurent Casselli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste, co-auteur de La France sous nos yeux. On va essayer ensemble de décortiquer ce mouvement. Bloquons tout avec cette prévision de blocage pour le 10 septembre. Il y aura ensuite il y a un autre préavis de grève dans un certain nombre de secteurs publics. C'est pour le 18 septembre. Mais quand on regarde l'origine de Bloquons tout, qu'est-ce qu'on trouve ? À l'origine, il y a ce groupe, cette page internet qui s'appelle Les Essentiels, qui vient plutôt, on pourrait dire, du souverainisme de droite, qui appelle au Frexit, donc à la sortie de l'Union européenne, ce qui est quand même assez marqué politiquement. Mais assez rapidement, on a vu que des groupes, des figures d'anciens gilets jaunes ont repris l'appel à bloquer tout. Donc il s'agit de bloquer le pays le 10 septembre. Comment ? Alors ça, c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Est-ce que ça va être par des manifestations, par des blocages à proprement parler, je ne sais pas, d'un siège d'entreprise, ou est-ce que ça va être par la grève de la consommation, qui est un sujet qui est en train de monter dans ces groupes-là? On ne sait pas encore. Donc, en résumé, on sait à peu près d'où vient l'appel à se mobiliser, même si ça a été rapidement, c'est passé en gros de droite à gauche, puisque la gauche, les mouvements de gauche en ligne ont repris aussi l'appel à leur compte. On ne sait pas exactement combien de gens vont se mobiliser et on ne sait pas comment ils vont se mobiliser. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire la grève? Apparemment plutôt pas, parce que dans les services, on fait assez peu grève. Les gens se sont rendus compte ces dernières années que les grandes manifs ou les grèves, ça n'empêche pas les réformes de passer. Et puis dans les boîtes, ça se passe plutôt bien. Le dialogue social fonctionne à peu près. Il n'y a pas d'envie d'abîmer sa propre entreprise. Alors oui, il y a peut-être effectivement la page Les Essentiels qui a lancé l'appel au blocage est très pro-PME, pro-petits entrepreneurs, pro-petits commerçants. Ça, c'est très marqué et on veut plutôt aux ultra-riches, aux grandes entreprises, aux grands groupes. Il y a tout un développement sur le site à propos de la grande distribution, du fait de se réapproprier les zones commerciales, les parkings des super et des hypermarchés, un peu comme les gilets jaunes sur le plan géographique. Donc il y a vraiment, vous avez raison, il y a une dichotomie, il y a une opposition entre la petite boîte, la mienne ou celle de mon patron peut-être, et le grand groupe lointain, multinational, qui paye pas d'impôts et qui est effectivement, lui, plutôt une cible assez consensuelle entre les différentes mouvances qui forment ce mouvement Bloquons tout. Voilà. Ce sujet sur la consommation, il est très intéressant parce qu'il y a dans cette idée de bloquer, l'idée de ne plus payer en carte bleue, de payer en cash. Ça, c'est assez nouveau. Ne plus payer en carte, c'est dans l'idée de bloquer le pays et c'est se retirer un peu du système ? Ouais, alors ça, c'est un appel qui est en train de monter. C'est une modalité d'action qui est en train de monter. C'est la grève, on pourrait dire, de la consommation, la grève du consommateur. Comme les Français ont compris que ils n'ont pas forcément de pouvoir quand ils descendent dans la rue, ils se disent peut-être avec mon porte-monnaie, avec mon fameux pouvoir d'achat, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc moi, ce que j'entends depuis quelques jours, ce sont des gens, encore une fois, qui n'ont pas la culture forcément de la manif ni de la grève, mais qui disent, moi, je vais faire quelque chose, ou plus exactement, je ne vais pas faire quelque chose. C'est-à-dire, je ne vais pas aller au magasin, je ne vais pas dépenser d'argent, ou plutôt, je vais, comme le demande le mouvement, je vais retirer du cash en amont, et je ne vais pas payer en carte bleue mes achats. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a l'idée de priver les banques des commissions sur les transactions bancaires, sur les transactions en carte bleue, de rendre cet argent quelque part aux petits commerçants. Et donc, le cash et la CB sont devenus un peu des emblèmes des formes d'action que pourrait prendre le 10 septembre. Donc, il faudra voir le mercredi 10 au soir ou le lendemain matin. S'il y a eu, il faudra faire les comptes. Plus de paiements en cash. Est-ce qu'il y a eu plus de paiements en cash ? Et on pourra probablement le savoir. Mais surtout, ce qui sera intéressant, c'est de savoir aussi s'il y a eu une chute ou en tout cas une baisse de la consommation. Est-ce que les supermarchés ont vu du moins 7, du moins 12, du moins 15% ce jour-là. Mais quel rapport avec la situation politique actuelle ? C'est-à-dire que l'énervement, il vient d'où là ? Alors, effectivement, il a une source qui est double. Le discours de l'énervement a pour source le pouvoir d'achat. La crise du pouvoir d'achat, c'est assez clair. Le fait que le Français moyen ne peut plus vivre décemment de son travail, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, y compris chez les classes moyennes d'ailleurs, pas que chez les classes populaires, contrairement au mouvement des Gilets jaunes il y a 5 ans. Donc finalement, la colère remonte un peu des strates de la société de plus en plus. Mais c'est un jeu de salaire, de travail qui ne paie pas. Oui, c'est ça. Oui. Mais il y a un autre aspect, c'est la crise démocratique. La crise de régime. Rappelez-vous, lors des Gilets jaunes, la mesure phare, c'était le RIC, le fameux référendum d'initiative citoyenne, qui est une sorte d'appel
appelle au peuple à décider directement, hein, voilà, sous une forme de démocratie directe. Bon, ça, c'est des choses qu'on entend et qu'on voit à nouveau. Donc il y a, encore une fois, une double source de la colère, un aspect plutôt économique et un aspect plutôt politique. On veut changer de régime, on veut changer de la manière de faire les lois, la manière de décider de la conduite des affaires du pays. Ça ressemble aux Gilets jaunes ou ça n'a rien à voir? Ça ressemble alors ça ressemble parce que c'est né en ligne, mais aujourd'hui tous les mouvements naissent en ligne, sont un peu auto-organisés. Ça ressemble parce que c'est hybride. Ça se fait en marge des grands syndicats, ça se fait en marge des grands partis politiques, ça se fait en marge des grands médias. Chez les Blocs-Ontout, il y a un discours aussi anti-médias, anti-journalistes, ouais, qui est assez marqué. Ils veulent pas faire d'interviews traditionnelles, ils acceptent que les lives sur TikTok en présence de leur communauté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a répertorié, qu'on connaît. Ce qui est un peu nouveau, on retrouve aussi, je l'ai dit, d'anciennes figures des Gilets jaunes. Ce qui est nouveau, c'est qu'on ne sait pas quelle forme va prendre la manifestation, la protestation. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, je pense, mais on verra le disque, que le profil des gens qui vont être attirés par ce mouvement sera peut-être plus mainstream, plus une étude de la Fondation Jean Jaurès a montré que les gens qui soutiennent, qui sont dans ces boucles Telegram, c'est des actifs. Ouais, c'est des actifs, c'est des diplômés, des jeunes, des étudiants. Donc ça veut dire qu'on a toute cette frange un petit peu plutôt classée à gauche, enfin qui vote à gauche et qui se voit comme de gauche, qui est encore une fois, qui peut être intégré socialement, qui peut avoir un salaire, qui peut avoir un crédit pour rembourser son appartement ou sa maison, donc qui n'est pas dans une situation d'appauvrissement immédiat, mais qui se sent déclassé. Qui se sont menacés. Et on l'avait dit avec les Gilets jaunes qui étaient des salariés au SMIC ou juste au-dessus du SMIC. Et j'ai l'impression qu'on remonte un petit peu dans des grilles de salaire de plus en plus élevées, d'où le mouvement des Nicolas qui paye, qui est un peu emblématique de ça. N'a rien à voir. Nicolas qui paye, il paye trop pour les autres. Il est assommé par les impôts face à une France dont il a l'impression qu'elle ne travaille pas et qu'elle vit de l'assistanat. Là, on n'est quand même pas complètement là-dedans. En fait, c'est deux mouvements qui sont nés en ligne à peu près... alors, Nicolas qui paye est plus ancien, mais ces deux mouvements dont on a parlé à peu près au même moment, c'est pas la même chose. Sur Bloc-Ontout, par exemple, il n'y a pas du tout la tonalité anti-immigrés, anti-étrangers. C'est pas du tout ça. On est vraiment, je l'ai dit, sur la crise démocratique, le pouvoir d'achat. Les Nicolas qui paye, donc le fameux Nicolas, on le rappelle, hein, pour les auditeurs qui ne le connaissent pas encore, c'est cet actif de 30, 50 ans. C'est pour ça qu'on l'appelle Nicolas, parce que c'est un prénom qui était très donné dans les années 80, qui est un père de famille, qui a un salaire, qui paye des impôts et qui en a marre de payer pour les assistés issus de l'immigration, évidemment, et pour les boomers, les retraités, dont on paye les pensions de retraite. Donc ce mouvement-là, en fait, c'est une scénarisation de la révolte fiscale. Et là, je pense qu'il y a quand même des liens à faire avec ce qui est en train de monter côté Bloc-Ontout. Je ne dis pas que ça... Tous les gens qui suivent ce mouvement vont être d'accord avec les deux visions, mais c'est quand même pour moi deux versions un peu de la même pièce, quoi. Les rôles des partis politiques là-dedans, on reproche de récupérer les mouvements. En même temps, la politique, c'est ça, hein, c'est récupérer des contestations, puis aller dessus. Ils sont pas très à l'aise complètement avec ce mouvement. Non, alors ils ont pris aussi les leçons des Gilets jaunes, ils ont retenu les leçons des Gilets jaunes. À l'époque, ils étaient tétanisés. Ils ont tardé à agir. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont accepté, ils ont fait le deuil du fait qu'ils initiaient eux-mêmes les mouvements sociaux, la colère sociale. Ouais. Donc, comme ils sont malins, ils rattrapent au bon, ils récupèrent, comme on dit, hein, parfois ils récupèrent au bon ce qui est déjà de manière organique lancé dans la société, sur les réseaux sociaux. Voilà. On a fait un bocal à idées pour débloquer le pays ce matin avec les historiques de BFM Business. Il en ressort quand même des privatisations, faire exploser le statut des fonctionnaires, relancer une politique du logement, faire péter la fiscalité du patrimoine, mettre en place une taxe carbone et en échange arrêter avec toutes les charges sur les entreprises. On est très loin de ça là. Hein. Alors je dirais que ça dépend. Dans les gens qui soutiennent le mouvement Bloc-Ontout, la moitié vont être pro BFM Business et l'autre moitié va dire non, c'est pas mon école de pensée, je veux au contraire maintenir la fonction publique, je veux arrêter la baisse du nombre de fonctionnaires. Donc encore une fois, il y a les nuances plutôt, je dirais, libérales qui s'expriment, pro-entrepreneurs, PME, mais aussi des nuances plus de gauche traditionnelle qui vont plutôt insister sur l'État, sur le service public. Donc encore une fois, ce qui est peut-être convergent, c'est ce rejet des gens qui sont tout en haut de la grille des revenus, du patrimoine, sur lesquels un effort va être demandé. Et on voit que c'est un discours qui est en train de monter quand même, notamment... L'effort sur les riches. Mais si c'est un problème de rémunération du travail, tout ce qui est mesure sur libérer le travail devrait fonctionner. C'est-à-dire que la question de est-ce que vous préférez qu'on finance le modèle social sur le travail ou sur la TVA sociale, il y a peut-être quelque chose là qui peut passer.
Oui, oui, parce que effectivement, c'est une révolte. Alors, c'est une révolte de consommateurs, mais également une révolte de travailleurs. C'est important de l'avoir en tête. Ce sont des gens qui se voient comme les forces vives du pays, ceux qui créent de la richesse, et donc ils demandent quelque part leur juste part. C'est ça, je pense, qu'il y a derrière ces mouvements qui sont très, très, très divers dans leurs origines, mais qui se rejoignent pour dire, quelque part, on veut aussi limiter les inégalités sociales, ce qui était un discours en fait plutôt de gauche traditionnel, mais qui, je dirais, face à la montée d'un certain nombre d'inégalités que tout le monde peut voir, notamment les inégalités de patrimoine. C'est pour ça qu'on reparle aussi des boomers, que Bayrou a ressorti la carte des boomers. Bon, c'est un peu le tabou de la société française. Il ne s'agit pas, encore une fois, ce matin, de dire du mal d'une génération, mais on sait très bien, enfin, je veux dire, moi, j'ai 45 ans, enfin, on sait très tous qu'il y a un différent... Voilà. C'est ça, non, mais on sait tous qu'il y a un différentiel de niveau de vie entre les retraités et les actifs. D'où l'idée de faire fluidifier le patrimoine et de faire justement de revoir la fiscalité sur l'ensemble des successions. Merci beaucoup Jean-Laurent Casselli d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.